Samy, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de l'AS Monaco qui s'est incliné en Ligue des Champions pour son entrée en lice du côté de Bruges 4-1. On va évidemment analyser la rencontre mais aussi parler des nombreuses défaillances qui secouent l'AS Monaco depuis quelques années désormais. Et je trouve qu'on a vraiment franchi un cap sur ce mercato d'été qui a été très mauvais je trouve du côté de l'AS Monaco. Alors évidemment si Pogba et Fati reviennent en grande forme et qu'ils sauvent le début de saison de l'AS Monaco, j'aurais tort, mais pour le moment on est vraiment sur un début de saison assez laborieux. Tu as remporté les matchs où tu avais une différence individuelle qui était beaucoup trop forte avec les autres équipes, comme le match face au Havre, comme le match face à Auxerre, mais globalement je trouve que le début de saison monégasque est assez laborieux et je voulais évoquer quand même ce match face à Bruges parce que beaucoup ont sous-estimé le club belge alors que le club belge dispose quand même d'un budget de qualité. C'est aussi une équipe qui a fait huitième de finale de la dernière Ligue des Champions, huitième de finale dont de nombreux clubs français rêvent depuis de très nombreuses années désormais. Il n'y a que le PSG qui est capable de passer les huitièmes aujourd'hui et cette défaite de Monaco du côté de Bruges, elle a évidemment mis en valeur et en exergue toutes les défaillances du football français et voir un peu qui sont les clubs qui peuvent dépasser aujourd'hui les 16e de finale de cette compétition. Ils ne sont pas très nombreux. On a vu une équipe de Monaco coulée complètement face à Bruges. Bien sûr, on va évoquer la rencontre, on va évoquer les défaillances, que ce soit au niveau du mercato, que ce soit sur le plan tactique, et je pense qu'une révolution va devoir s'imposer du côté de Monaco. Alors évidemment, dans cette vidéo, je ne parlerai pas du fait qu'à Monaco, il y a moins de pression, du fait que les joueurs n'ont pas forcément envie de se bouger, etc. Parce que c'est des débats qu'on a vus et revus, et je ne pense pas que ce soit dû au manque de pression qu'il y a à Monaco. Monaco a toujours eu des générations de qualité, et la pression n'a jamais été un problème, que ce soit en 2004, que ce soit en 2017, même en 2015 où ils font quart de finale de la Ligue des Champions. On voit qu'à Monaco, il y a eu des équipes de qualité qui sont allées au-delà du fait qu'il y a un manque de pression à Monaco. Aujourd'hui, il y a simplement un manque de motivation des joueurs et c'est pas dû au manque de pression qu'il y a à Monaco, c'est simplement dû à la structure du club. Je trouve que cette excuse, elle a quand même bon dos lorsque le club va mal, mais voilà. C'est un peu une parenthèse, mais on va un peu parler de tout ça. On va y aller ligne par ligne. On va parler des défenseurs, on va parler des milieux de terrain, on va aussi parler de l'animation offensive qui est pour moi le plus gros problème de l'AS Monaco parce que beaucoup parlent de la défense mais je trouve qu'offensivement ça reste quand même relativement moyen et ça c'est dû à l'animation offensive proposée par Adi Hutter. On va notamment commencer par l'arrière-garde avec, si on regarde ligne par ligne, un Eric Dyer qui est complètement dépassé, un Mawissa qui est inexpérimenté, un Caio Henrique qui revient de blessure et un Vanderson qui n'arrive pas à se mettre au niveau. Quand on dit ça sur les 4 joueurs qui animent ta défense, et bien forcément c'est problématique. Eric Dyer, je trouve que ça a été l'option facile de l'AS Monaco, c'est-à-dire que c'était un défenseur qui était libre du côté du Bayern, qui était titulaire sous les ordres de Vincent Kompany, donc on est allé le chercher pour son expérience, mais aussi pour son nom. Vous savez qu'Eric d'ailleurs c'est un joueur qui s'est imposé à Tottenham, qui s'est imposé au Bayern, mais c'est un joueur qui a du mal lorsque son bloc joue très haut à sécuriser son dos, et on le voit en Ligue 1, cette équipe de Monaco, elle aspire à aller chercher très haut parce que c'est une équipe qui est dominatrice, et bien face au profil de transition rapide qu'il peut y avoir en Ligue 1, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué pour l'international anglais. Alors oui, il y a du leadership qui se dégage d'Eric Dyer. Oui, c'est un défenseur très bon pour notre Ligue 1 sur le plan intrinsèque parce que ça reste un international qui a joué une demi-finale de Ligue des Champions avec le Bayern Munich il y a 2 ans. Mais je trouve que quand tu aspires à jouer très haut, notamment en Ligue 1 parce que tu es dominateur, parce que tu affrontes des blocs bas, eh bien dans le dos il y a des espaces béants. Dans le dos d'Eric Dyer évidemment, Mawissa est beaucoup trop inexpérimenté. Sur sa relance, il y a trop de déchets, trop de pression dans ses pieds, même si je trouve que c'est un bon défenseur. Selon moi, il a encore un palier à franchir et c'est inacceptable que ce joueur-là soit titulaire en Ligue des Champions, mais j'ai envie de vous dire qui sont les autres options. Thilo Kehrer a montré ses défaillances la saison passée en marge du barrage face à Benfica, et derrière tu as beaucoup de jeunes joueurs qui sont pas forcément taillés encore pour disputer la Ligue des Champions, et chez les latéraux c'est pareil. Caio Henrique revient de blessure, même si je trouve qu'intrinsèquement c'est peut-être ton meilleur latéral. Kassoum Ouattara a beaucoup trop de lacunes techniques, on l'a vu lors du match face à Auxerre, et puis sur le flanc droit c'est pareil, que ce soit Vanderson ou Thésée, c'est des joueurs qui n'ont tout simplement pas le niveau pour disputer la Ligue des Champions. Je trouve que c'est des joueurs Ligue 1 plus, mais pour aller vraiment titiller les 16e ou les 8e de la Ligue des Champions, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et on l'a vu, cette équipe de Bruges est une équipe de qualité, c'est une équipe qui peut jouer les 8e, qui peut même atteindre l'écart selon moi sur une très très bonne saison parce qu'il y a de la qualité intrinsèque, face à des joueurs comme Tsolis, face à des joueurs comme Tresoldi. Alors évidemment ça va faire marrer parce que c'est pas des joueurs qu'on connaît énormément, mais ça reste des joueurs de qualité, niveau Ligue Europa plus, peut-être même Ligue des Champions phase de groupe, et des joueurs comme Vanderson, comme Thésée sont complètement dépassés lorsqu'ils doivent affronter ces joueurs-là. Donc on voit que rien que sur ton arrière-garde, déjà, tu as beaucoup trop de lacunes. Un d'ailleurs dépassé face au profil rapide, un Mawissa trop inexpérimenté, un Caio Henrique trop fragile sur le plan physique, on y reviendra après sur la fragilité des joueurs de l'AS Monaco, et un Vanderson
beaucoup trop limité là aussi face au profil en 1v1. On l'avait vu face au Havre. Face au Havre, Anderson, sur le but du Havre, il a pris complètement l'eau et c'est que le Havre. Alors là, j'imagine qu'au contre Bruges, ça va être beaucoup plus compliqué. Si on regarde le milieu de terrain, c'est un peu la même chose. Ça a été le cas aussi la saison passée. Lorsque Denis Zakaria est absent, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué dans l'entrejeu du club du Rocher, tout simplement parce que tu as une Zakaria dépendance et c'est complètement dingue de se dire ça. Oui, l'international suisse est un joueur de très grande qualité, mais tu ne devrais pas être dépendant de ce dernier. Il n'y a pas de créateur au milieu de terrain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de joueur qui est capable de venir chercher le ballon très très bas pour relancer à la Højbjerg, par exemple du côté de l'OM, même si évidemment je prends peut-être le mauvais exemple en ce moment, mais il n'y a pas cette sentinelle qui va venir chercher les ballons très bas, animer un peu tout ça, on l'a pas du tout. Du côté de l'AS Monaco, on n'a pas ce Vitinha, on n'a pas ce Neves, on n'a pas ce joueur qui va venir chercher les ballons très très bas et qui est suffisamment à l'aise sur le plan technique pour trouver les passes pour casser les lignes, et ça se ressent encore plus parce que l'AS Monaco joue à deux milieux de terrain. Quand tu joues avec deux milieux de terrain, tu as besoin de ce mec qui vient chercher les ballons très très bas. Alors physiquement, c'est des joueurs qui sont très présents, que ce soit Zakaria, Camara, même le petit Bamba, il a montré face à OCR, mais quand tu hausses le niveau, quand tu affrontes un joueur comme Van Aken par exemple, qui est capable de se glisser entre les lignes, eh bien tes lacunes elles deviennent béantes et ça devient très difficile de s'aligner sur le plan technique parce que cette équipe de Bruges, elle a un joueur comme Van Aken qui se met entre les lignes, qui est très à l'aise techniquement et qui te met en porte-à-faux à chaque fois sur ses prises de balles. Donc on voit que ce sont des milieux de terrain récupérateurs, mais dès lors qu'ils affrontent un joueur très à l'aise sur le plan technique comme Van Aken, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc on le voit, tu es dépendant de Denis Zakaria au milieu de terrain, tu n'as pas de créateur pour venir chercher le ballon très très bas, tu n'as que des combattants, mais ces combattants, lorsqu'ils sont mis face à un joueur de grande qualité technique comme peut l'être Van Aken, ça devient très difficile là aussi. Tu joues qu'à deux milieux de terrain, donc quand tu affrontes un milieu de terrain à 3, tu pars en infériorité numérique et ça devient beaucoup plus difficile sur le duel physique, aussi physique sont tes joueurs, parce que c'est vrai que c'est des joueurs qui sont très présents sur le plan physique, mais ils sont que deux face à trois milieux de terrain ce mercredi face à Bruges. On parle aussi de l'animation offensive. Je disais en début de vidéo que c'était le plus gros problème de l'AS Monaco et j'en démords pas. Je continue à penser que c'est pas possible de jouer à 4 attaquants qui aujourd'hui jouent avec deux numéros 9 devant. On a l'Inter qui joue en 3-5-2, mais c'est un 3-5-2, donc ça te laisse l'espace pour jouer avec deux attaquants parce que c'est tes pistons qui vont créer le jeu, c'est tes milieux de terrain qui vont être très hauts sur le terrain. Là, on l'a dit, t'as pas de créateur. À l'Inter Milan, pourquoi est-ce que tu peux te permettre de jouer avec deux attaquants? Parce que tu as des joueurs comme Barella, tu as des joueurs comme Kitarian, tu as des joueurs comme Çalhanoğlu qui sont trois créateurs, qui sont capables de venir inventer du jeu. Et c'est vrai que les pistons aussi, que ce soit Dumfries ou Di Marco, sont capables de déboucher sur un centre, sont capables de porter le ballon. Aujourd'hui, tu joues avec deux attaquants, mais tu n'as personne autour pour créer le jeu. Et le cas Akliouche-Minamino, alors évidemment, j'aime beaucoup Akliouche, c'est mon joueur préféré en ce moment dans le football, donc j'essaie de ne pas être trop dur et je ne suis pas très objectif quand ça parle de lui, mais c'est vrai que tu attends d'Akliouche et de Minamino qui se mettent dans l'axe et je trouve que ça c'est pas une mauvaise idée. Quand t'as pas de créateur dans le milieu de terrain, c'est intéressant d'avoir Akliouche, Minamino au cœur du jeu pour venir créer, mais ces deux joueurs-là n'ont pas du tout de relation technique. Les latéraux ne dédoublent pas suffisamment, que ce soit Wenderson ou Caio Henrique, je trouve qu'ils n'ont pas la qualité technique suffisante pour venir vraiment prendre l'espace dans la largeur, déboucher sur une percussion ou sur un centre, même si, comme je le dis, intrinsèquement, Caio Henrique, je trouve que techniquement, c'est un très bon joueur. Sur sa qualité de centre, il est capable de délivrer de bons ballons, et notamment, c'est encore plus exacerbé quand tu vois que tu as deux attaquants, comme Bieret et Balogun. Mais Caio Henrique, aujourd'hui, il revient de blessure, et Caio Henrique est en fragilité physique depuis son retour. Donc c'est vrai que si tu prends ce Caio Henrique là, c'est très compliqué de déboucher sur ce dernier pour aller centrer évidemment. Donc c'est vrai que c'est une bonne idée pour moi d'avoir une concentration de joueurs techniques dans l'axe avec Akliouche et Minamino qui viennent vraiment repiquer. Mais ces deux joueurs-là n'ont pas du tout de relation technique. Je trouve que depuis quelques matchs, leur investissement, il est plus aussi présent que ça pouvait l'être sur la fin de saison dernière ou comme ça pouvait l'être au tout début de la saison face au Havre ou encore face à Strasbourg. Là, depuis 2-3 matchs, c'est beaucoup plus compliqué au niveau de l'investissement chez ces joueurs-là, mais surtout quand ils viennent repiquer dans l'axe, ils n'ont pas la solution des latéraux, ils n'ont pas de milieu de terrain de qualité technique suffisante pour combiner et ils n'ont pas l'apport des numéros 9. Balogun, c'est un joueur que tu vas trouver seulement dans la profondeur. Malheureusement, tu joues énormément de blocs bas en Ligue 1 et c'est très compliqué de trouver l'ancien d'Arsenal. Biret n'est pas revenu de vacances et ça c'est quand même assez problématique pour un joueur qui a claqué 14 buts en 3 mois la saison passée. Depuis qu'il est revenu de vacances, c'est beaucoup plus compliqué pour l'international danois, mais c'est difficile de lui jeter la pierre parce que normalement Biret c'est un joueur qui joue tout seul au poste de numéro 9. Aujourd'hui, il est accompagné d'un Balogun où du coup on va lui demander d'adapter un peu son rôle. Biret, il va avoir le rôle du pivot qui va venir un peu décrocher et je trouve qu'il n'est pas vraiment bon là-dedans. C'est pas non plus un joueur de profondeur. Biret, c'est vraiment un joueur de surface et lui mettre un Balogun à côté de lui, je trouve que c'est lui enlever un peu l'espace qu'il a. Je trouve que Biret, c'est un joueur qui doit être entouré par trois profils techniques derrière lui. Si Biret avait Golovin, Minamino et Akliouche, je pense qu'il se régalerait beaucoup plus. Or, aujourd'hui, il a
Akliouche et Minamino qui vont super bas sur le terrain pour toucher des ballons parce qu'ils n'ont pas de créateur au milieu, donc ça crée un trou béant dans le milieu et donc ça fait que Balogun et Biret ne sont pas du tout servis. Alors encore une fois, je ne veux pas critiquer Adjuter, je suppose qu'il connaît beaucoup mieux le foot que moi, mais c'est vrai que c'est assez spécial quand même d'avoir cette animation en 4-2-4, où dans ton duo du milieu, t'as pas de joueur suffisamment technique pour venir casser les lignes, à part Zakaria, et du coup quand Zakaria n'est pas là, ben, on voit les failles parce que c'est le seul joueur qui est capable de trouver les passes entre les lignes. Akliouche et Minamino qui n'ont aucune relation technique, je sais même pas s'ils se sont fait une passe sur les 3 derniers matchs, et quand ils viennent décrocher très très bas, eh bien il n'y a plus personne pour servir Biret et Balogun, d'autant plus que tes latéraux aujourd'hui ils n'ont pas la qualité technique suffisante. On l'a vu avec Ouattara face à Auxerre, on l'a vu avec Vanderson sur tout l'ensemble de son passage à Monaco. C'est pas possible d'aller chercher ces mecs-là dans la profondeur pour déboucher sur un centre parce qu'ils n'ont pas la qualité technique suffisante selon moi. Donc c'est vrai que sur l'animation offensive, il y a aussi énormément de problèmes et j'ai beaucoup débité là-dessus depuis quelques minutes parce que pour moi, c'est pas possible de jouer avec 2 attaquants de ce profil-là. Balogun ne peut pas prendre la profondeur quand tu joues face à des blocs bas, c'est pas possible. Et en Ligue des Champions, il n'a pas la qualité technique suffisante pour venir débloquer des situations. Mika Biret aujourd'hui n'est pas dedans, je pense que c'est un problème de confiance, mais il n'est pas suffisamment servi. Je pense que s'il avait 3 profils techniques derrière lui qui lui mettent les ballons dans la surface avec des latéraux qui ont une qualité de centre plus élevée, même si je pense que Caio Henrique intrinsèquement il a cette qualité, je trouve que c'est quand même très compliqué pour l'international danois bien sûr. Et là on va aller sur un débat un peu plus large et je conclurai la vidéo là-dessus. C'est la stratégie de mercato de Monaco et c'est la fragilité de certains joueurs. Quand on voit que Caio Henrique, et Denis Zakaria ou Golovin sont tout le temps blessés et que dans le mercato tu vas chercher des mecs comme Pogba, comme Ansu Fati, on peut se questionner quand même sur la stratégie du mercato de Monaco. Quand tu vois que sur les 3 derniers jours du mercato tu perds des joueurs très importants comme Ben Seguir, Singo et Magassa pour le seul argument financier, je trouve que c'est quand même assez particulier. Monaco a perdu Magassa, Singo, Ben Seguir, Mbolo en 5 jours de fin de mercato et personne pour les remplacer. Donc c'est vrai que c'est assez problématique là aussi de perdre autant de joueurs sur les 5 derniers jours de mercato par volonté financière, alors que tu as quand même fini 3e de la dernière édition de la Ligue 1, alors que tu es un club comme l'AS Monaco. Alors oui, il y a des problèmes financiers en Ligue 1 dû aux droits TV, on va pas se réexpliquer là-dessus, mais c'est vrai que c'est quand même assez étonnant d'avoir autant de départs sur les 5 derniers jours sans que ces départs soient palliés derrière. C'est quand même assez étonnant d'avoir vendu un Ben Seguir par exemple qui aurait pu sur des fins de match animer tout ça et de le voir partir du côté de Leverkusen pour 35 millions, alors que normalement Monaco est un club qui vend beaucoup mieux ses jeunes pépites, donc c'est assez problématique là aussi. On peut aussi se questionner sur l'investissement de certains joueurs, notamment Akliouche, notamment Minamino, notamment Mika Biret. C'est vrai qu'aujourd'hui on a des joueurs qui sont plus autant investis qu'à une période, donc c'est assez compliqué là aussi. Je m'interroge quand même sur la stratégie du mercato estival de Monaco, d'avoir vendu autant d'éléments importants sur les 5 derniers jours sans les remplacer pour autant, et de jouer avec 2 attaquants pour vendre un Ben Seguir qui aurait pu sur le plan technique te permettre de moduler ton système. Si tu vois qu'avec 2 attaquants ça marche moins bien, tu changes tout ça, tu passes à un 4-2-3-1 avec un Ben Seguir qui peut être une touche en plus sur le plan technique. Aujourd'hui tu n'as plus ce joueur-là pour changer ton système parce que Golovin est constamment blessé et donc tu te retrouves avec pour seul joueur technique et créateur Akliouche et Minamino parce que Ben Seguir a été vendu à cause de la volonté de Hutter de jouer avec 2 attaquants et parce que t'as pas un joueur aujourd'hui comme Golovin qui est suffisamment fiable puisque le russe est très souvent blessé. Donc tu n'as plus de joueurs techniques sur ta ligne offensive pour moduler ton système si ça va moins bien. Donc c'est vrai que là aussi c'est assez particulier. Monaco va sûrement battre Metz ce week-end et Monaco finira sûrement dans le top 4 de la Ligue 1. Mais c'est assez problématique quand même parce que je m'interroge, je ne sais pas si Monaco va être capable, avec ce niveau-là, même si la Ligue 1 est très faible, de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions parce que ça reste l'objectif. Je pense que Monaco n'en a cure de la Ligue des Champions pour être tout à fait honnête. Je ne pense pas que Monaco veuille la jouer tout particulièrement, sinon ils auraient adapté leur mercato pour être compétitifs sur toutes les compétitions évidemment. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que Monaco nourrit une ambition particulière en Ligue des Champions. J'ai plus l'impression qu'ils veulent stabiliser les comptes, essayer d'être présents l'année prochaine, et c'est comme ça que Monaco va évoluer. Et si Monaco avait une vraie stratégie visant à aller loin en Ligue des Champions, ils n'auraient pas vendu Ben Seguir, Singo, Magassa et Mbolo sur les 5 derniers jours du mercato. Je pense qu'aujourd'hui, la stratégie, elle est purement financière dans un premier temps et marketing dans un second temps. C'est pour ça que tu vas chercher Pogba, c'est pour ça que tu vas chercher Fati, et je trouve que ça, c'est assez problématique, même si sportivement, ces 2 joueurs-là ont peut-être quelque chose à offrir. Ça va peut-être commencer avec Fati qui a déjà marqué face à Bruges, avec un Pogba qui va revenir et qui va se faire une place dans le milieu de terrain parce que c'est un joueur beaucoup trop important sur le plan médiatique et parce que de toute façon, même un Pogba à 50% va jouer vu le désert technique qu'il y a dans le milieu.
Voilà. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la suite, même si je suis pas vraiment enthousiaste, notamment en Ligue des Champions, mais même en Ligue 1. En Ligue 1, tu as des clubs comme Lille, tu as des clubs comme Marseille, Nice qui est bon à domicile. Donc ça peut aussi être problématique pour Monaco en Ligue 1 la saison prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, à me dire ce que vous avez pensé du mercato monégasque. Merci beaucoup.